Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir les solutions aux 6 blocages qui t'empêchent de passer à l'action en tant que haut potentiel. Ces 6 blocages, je vais te les donner tout de suite. C'est le manque de confiance, la faible estime de toi, l'hyperactivité cérébrale tétanisante, le doute perpétuel, le perfectionnisme extrême et l'énergie en dents de scie. Eh bien, on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo à ces 6 blocages pour t'apporter une solution. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes à haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Alors, avant de commencer, petite mise en garde par rapport à ce que je vais te dire. Effectivement, le haut potentiel a des blocages. Il existe des solutions à ces blocages. Mais il faut être assez ouvert d'esprit pour accepter ces blocages-là et surtout les solutions qui vont avec. Parce que le haut potentiel, notamment le haut potentiel émotionnel, le profil complexe, eh bien, il a un petit peu de mal avec tout ce qui est carré, rigide, organisation. Et malheureusement ou heureusement, tu vas le voir, eh bien, on a besoin justement de mettre une certaine organisation dans tout ça pour arriver justement à canaliser ces problèmes et les transformer justement en solutions. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit peu le point. Peut-être que tu es angoissé par rapport au fait que tu sais que les adultes surdoués souffrent d'un important manque de confiance en eux, C'est une sorte de faible estime de soi. Et le haut potentiel, par rapport à ça, il est tiraillé par un questionnement permanent. C'est « est-ce que je vais y arriver ?» Si à ça, tu rajoutes l'angoisse liée à l'hyperactivité cérébrale, tu vois, quand on est haut potentiel, on a le cerveau qui tourne comme ça en arborescence, et avec des pensées en boucle. Et chaque hypothèse apparaît de manière bien plus concrète à un potentiel qu'à un normopensant. Il est toujours en train de se dire « et s'il se passait ça ? Et s'il y avait ça ? Et si ça se passait comme ça ?» Et le cerveau, il part dans tous les sens avec toute la ramification de la pensée en arborescence, et à cause de ça, il y a une sorte d'angoisse liée à l'hyperactivité cérébrale. Ça génère, bien sûr, quelque chose d'angoissant, de difficile à gérer, et ça amène, la plupart du temps, à la tétanie, plutôt que d'affronter cette sorte d'hyperactivité cérébrale. Qu'est-ce qui se passe ? Et s'il y a ça ? Et s'il y a ça ? Et s'il y a ça ? Tétanie, j'avance plus. Je fais plus rien. Si à ça on rajoute le doute perpétuel qu'a le haut potentiel, ce doute amène une frustration. C'est tout le temps en train de douter le haut potentiel. La moindre remarque d'un collègue ou d'un supérieur, ça suffit à réactiver l'inquiétude, le doute et donc encore une fois à tétaniser. Alors bien sûr, il y aura toujours pour le haut potentiel un paramètre supplémentaire qui mérite d'être étudié, un élément de contexte qui pourrait changer la donne, une nouvelle information à attendre, bref, il y a toujours une bonne raison de temporiser pour être sûr de ne pas se tromper. Et le HP se trouve alors dans un cercle vicieux qui altère encore plus l'image qu'il a de lui-même. Il se dit « je procrastine », donc effectivement je fais rien, et comme je fais rien, je manque de confiance en moi parce que je n'accomplis rien, et donc j'en fais encore moins parce que j'ai pas confiance de faire les choses. C'est le cercle vicieux lié à toujours ce « et s'il y a un paramètre supplémentaire, et s'il y a une nouvelle chose que je peux étudier, et si voilà ». Et encore une fois, tétanie. Si à ça, tu rajoutes le côté un petit peu énervant qui peut te mettre en colère, parfois du perfectionnisme à l'extrême du haut potentiel, tu vois, le potentiel, il est doté d'une conscience professionnelle et de valeurs beaucoup plus fortes que la moyenne.
le haut potentiel, il veut toujours exécuter les choses de manière parfaite. Ça correspond à son standard, ça correspond à son exigence personnelle. Il est toujours en train de dire « là, j'en ai pas fait assez, là. Je ne peux pas rendre ça comme ça, c'est pas possible, c'est pas correct. » Et il est toujours dans le perfectionnisme, dans l'amélioration, dans le truc pointilleux. Et quand il rend un travail, il le rend avec une quantité de détails élaborés. Et ce perfectionnisme à l'extrême, c'est encore une raison de se freiner et de ne pas rendre et de procrastiner. Bien sûr, comme je te disais, le haut potentiel, il a une vivacité cérébrale. Et cette vivacité cérébrale, elle amène à un deuxième problème. Le haut potentiel réalise ses tâches bien plus vite que les normaux pensants lorsqu'il s'y met. Et donc, comme il sait ça, comme il en a quand même un petit peu conscience, il retarde la finalisation de certaines tâches jusqu'à la dernière minute, sachant que ça lui demande très peu de temps de le faire. Donc l'urgence, ça lui va très bien, mais travailler dans l'urgence, ça amène beaucoup de procrastination en amont et donc une dévalorisation. Oh là là, je fais pas, je fais rien, je vais être encore dans l'urgence, etc. Parce qu'en fait, inconsciemment, il travaille bien dans l'urgence. Donc, tout ça, ça amène bien sûr le haut potentiel, comme je te disais, à douter. Ça fait même douter les meilleurs des hauts potentiels. Il y a toujours cette remise en question et il y a toujours ce doute fondamental sur tout ce qu'il fait. J'ai une idée, mais je ne sais pas par quoi commencer. J'ai une idée géniale, mais je ne sais pas par quoi commencer. Ou alors, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas laquelle choisir. Et je doute. Ce fameux doute. C'est la peur, c'est une peur de dire est-ce que j'ai la bonne solution, la mauvaise solution, j'ai trop de solutions, je peux tout faire, mais je ne fais rien. Bref, c'est compliqué. Et si à ça, tu rajoutes au niveau professionnel, la peur de se faire virer de son travail à cause de la procrastination, ben là, tu tombes vraiment dans un gros problème de complexe qui peut t'amener au syndrome de l'imposteur. Et si en plus à ça, tu rajoutes le manque d'énergie, enfin, c'est pas le manque d'énergie, mais c'est l'énergie en dents de scie qu'ont certains au potentiel émotionnel, et bien effectivement, manque d'énergie en dents de scie, procrastination, etc., ça t'amène vraiment à un niveau où tu te sens mal dans la procrastination. Mais effectivement, il y a des solutions. Moi, je te parle un petit peu de ma vie, je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais jeune, j'étais un passionné, et je suis toujours un passionné de cinéma. Je pensais même faire ma carrière dans le cinéma, devenir réalisateur de cinéma. J'adorais ça. Et mes parents m'ont acheté du matériel, les caméras. Bon, à l'époque, c'était des vieilles caméras. Mais ce n'était jamais assez parfait. Parce qu'à l'époque, pour filmer, on ne pouvait pas filmer avec un iPhone, avoir un montage parfait comme on le fait aujourd'hui. Il fallait du matériel, une grosse caméra, un gros banc de montage. Mes parents, c'était saigné aux 80 pour m'acheter des choses, mais ce n'était pas de qualité suffisante selon moi, ce qui fait que je me retrouvais toujours avec une qualité pas suffisante selon moi. C'était pas assez bon. Les coupures des scènes n'étaient pas assez nettes. Il y avait un décalage dans le son. Il y avait et jamais je sortais les courts-métrages que je voulais filmer. Bilan, après des années avec le matériel, les compétences, etc., je n'ai jamais fait les courts-métrages que je voulais faire à cette époque-là, parce que j'étais jeune, j'étais entre 12 et 15 ans, parce que ce n'était jamais parfait. J'étais poussé vers le perfectionnisme et je ne pouvais pas rendre un film, un court-métrage, s'il n'était pas parfait. Bilan, je n'en ai jamais sorti. Et à côté de moi, je voyais ça en école de visuel, puisque j'étais dans une classe de visuel, je voyais ça, des camarades qui faisaient des trucs totalement à l'arrache, mais qui les rendaient, eux. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'ils progressaient beaucoup plus vite que moi par rapport à ça. Bref, tout ça pour te dire que c'est normal pour un potentiel, c'est normal de justement avoir cette procrastination présente. Si à ça tu ajoutes le fait qu'on t'a toujours appris à te comporter comme un mouton, à l'école, au travail, et qu'on t'a jamais appris comment faire pour être justement, entre guillemets, on va appeler ça productif, mais ne le prends pas du mauvais côté, c'est la productivité, de passage à l'action, être proactif. Il n'y a pas des cours pour apprendre à apprendre, pour apprendre à faire, pour apprendre à passer à l'action. À l'école, il faut juste avoir la moyenne, c'est tout. Donc, on ne t'apprend pas à sortir de la procrastination, tout simplement. Alors, par rapport à ça,
tu as deux solutions, comme je le vois tout le temps en consultation à l'université. La première chose, c'est que effectivement, tu te dis, je suis un procrastinateur professionnel, je suis haut potentiel, et le haut potentiel procrastine, je ne peux rien y faire, et je serai toujours dans l'urgence, je serai toujours indécis, dans le doute, je ne vais pas choisir, je ne commencerai jamais mon projet, ou je le commence, mais j'arriverai pas à avancer. Voilà, si tu restes comme ça, qu'est-ce qui va se passer si tu restes comme ça dans 6 mois, 1 an, 10 ans ? Effectivement, tu n'avances pas, ou tu avances comme un escargot dans ta vie. Ou alors, tu trouves des solutions d'adaptation, parce que tu n'as pas changé qui tu es vraiment, des solutions d'adaptation dans ton comportement qui te permettent de sortir de cette procrastination ou de l'utiliser de manière intelligente. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard. Ok ? Donc, si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est d'une méthode pour justement sortir de cette procrastination ou l'utiliser à ton avantage. Et à la base, pour que je t'explique comment ça fonctionne, c'est tout simplement un problème entre la représentation intérieure du monde chez le haut potentiel et la réalité. C'est une sorte de déformation spatio-temporelle, le problème de procrastination. Intérieurement, le haut potentiel, il est riche, il est qualitatif, il est exhaustif. C'est un monde intérieur idéalisé, une sorte de rêve dans lequel on n'a pas envie de sortir. Il faut se l'avouer, on est entre nous quand même. C'est une sorte de drogue, notre monde intérieur. On ne peut pas se passer de notre monde intérieur de haut potentiel. C'est une zone de confort hyper agréable qu'on a construit, on est bien dans notre monde intérieur, parce que le monde extérieur, il faut mettre un faux self, un masque, etc. Extérieurement, la réalité, c'est pas le monde des bisounours. C'est le passage à l'action, le résultat. Il y a peu de qualité dans le monde extérieur. C'est parfois même médiocre. C'est très individuel le monde extérieur. Donc on est mieux dans notre monde individuel, à l'intérieur. Donc vers quoi est-ce qu'il faut aller ? Alors attention déjà, premièrement, à ne pas amalgamer le temps de gestation d'un projet et le temps de passage à l'action. Le temps de gestation, le haut potentiel, il peut avoir ce temps de gestation, de méditation, de recherche d'informations, c'est le temps de gestation. Par contre, il y a un moment où il faut passer à l'action. Et c'est ce passage à l'action qui est source de procrastination. Parce que là, on sort du temps de gestation qui se passe dans notre monde intérieur, où on est bien, on imagine, on élabore des choses, au moment où il faut sortir et se confronter à la réalité, où là, la réalité ne correspond pas à notre représentation intérieure. Et à force de placer la barre trop haute, quand on se confronte à la réalité, on se dit « mais mince, je ne peux pas le faire, c'est pas ça ce que j'avais vu à l'intérieur, c'est pas ça, etc., etc., etc. » Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer dans la procrastination active. Parce qu'effectivement, le haut potentiel, il est performant sous pression la plupart du temps. Ok ? Donc, ce sont quoi les 2 piliers de la solution pour gérer ces 6 problèmes de procrastination ? Il y a 2 piliers. Le premier, c'est un travail sur le rapport à l'erreur. C'est te décomplexer face à l'erreur. C'est l'adage que moi je me répète depuis des années et qui m'a libéré quand je l'ai mis en tête, que je l'ai assimilé. C'est le « fait vaut mieux que parfait ». Quelque chose, il faut que tu te le marques quelque part, chez toi, dans ton porte-clés, moi je l'ai sur mon fond d'écran, « fait vaut mieux que parfait ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait, mais que ça existe, plutôt que d'attendre le moment parfait qui n'existera jamais. Ça revient à l'anecdote que je t'expliquais sur les courts-métrages de cinéma. Mieux vaut que je sorte un court-métrage imparfait avec des problèmes de cut, etc., de musique qui ne va pas, plutôt que de ne jamais le sortir. Et en tant que potentiel, le fait vaut mieux que parfait est tellement libérateur. Je ne dis pas de tomber dans la médiocrité, surtout pas, mais on a un niveau d'exigence trop élevé. Donc même nous, notre médiocre à nous, sera très qualitatif pour la plupart des gens. Donc déjà, le fait de te décomplexer par rapport à l'erreur, à l'imparfait, waouh, c'est une bonne chose, tu vois. C'est décomplexé, c'est pas grave. C'est imparfait. Et je peux te dire que moi, avant, j'étais un perfectionniste à l'extrême, la preuve, cette anecdote sur le cinéma. Et une fois que j'ai laissé tomber cette perfection, c'est une libération et j'accomplis un volume de travail, de productivité énorme depuis. C'est libérateur.
Tu pourrais demander à Elodie et Hélène qui travaillent avec moi au quotidien le volume de travail que j'arrive à faire rapidement en plus, parce que justement, le fait vaut mieux que parfait. Mais je ne tombe pas dans la médiocrité. Attention. Donc, premier pilier, c'est te décomplexer par rapport à l'erreur. Deuxième pilier, c'est développer des stratégies organisationnelles. C'est là où je te parlais tout à l'heure d'un petit peu plus de rigidité. Mais c'est pas rigide, tu vas voir. Pour avoir du temps, il faut une organisation simple et non contraignante. Ok ? Simple et non contraignante. Il y a des organisations qui existent hyper complexes. Il y a le fameux Getting Things Done, du fameux livre de David Allen qui est organisé pour réussir avec plein de listes, des machins, tout ça. C'est des usines à gaz, ça ne fonctionne pas. La seule solution pour avoir du temps, c'est le pouvoir des habitudes. Parce qu'on ne force pas avec une habitude. Est-ce que tu te forces à aller te brosser les dents tous les matins ? Enfin, j'espère. Ben non, c'est une habitude, se brosser les dents. Donc, tu ne te forces pas. Donc, c'est l'habitude pour générer du temps. Il faut savoir qu'on change une habitude environ 30 à 60 jours. Donc, c'est pas la mer à boire non plus. Ok ? Donc, par rapport à ça, où est-ce que je veux te mener ? Comment est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ça ? Eh bien, il y a plusieurs règles organisationnelles. Je vais t'en donner quelques-unes rapidement. Et je t'en reparlerai sûrement dans la semaine, puisqu'on est dans la semaine justement sur l'anti-procrastination. Il y a plusieurs lois. La première loi, c'est la loi de Parkinson. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Parkinson ? C'est la loi de dilatation du temps. Cette loi, elle dit quoi ? Tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible à son achèvement. Tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible à son travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je te dis par exemple, tiens, ce travail, il faut que tu me le rendes en une journée, ben, tu vas prendre la journée pour le faire. Si je te dis, ben, le même travail, tu prends la semaine, eh bien tu vas prendre la semaine pour le faire, ce travail. Et tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible à son achèvement. Donc la solution, quand on est au potentiel et qu'on n'a pas tendance trop à se mettre des limites, donc ben, le projet, le travail qu'on doit faire, ben, en fait, il prend de plus en plus de temps et on démarre jamais, on procrastine. La solution, c'est de fixer des délais réalistes, faire des points réguliers pour voir l'avancement de tes projets. Je t'en parlais plus précisément dans le calendrier après tout à l'heure. Mais il faut avoir conscience que si tu te dis, bah tiens, pour ce projet, je vais peut-être aller mettre un mois à le réaliser, bah le projet va mettre un mois, parce que tu t'es donné un mois. Si tu t'étais donné 48 heures, tu l'aurais réglé en 48 heures, le projet. Parce que c'est une loi qui se vérifie à chaque fois. Première loi, la loi de Parkinson, que tu dois bien mettre dans un coin de ton cerveau. Deuxième loi, c'est la loi de Carlson. C'est la loi des séquences homogènes. Là, ça devient intéressant. Cette loi, elle dit quoi ? Un travail réalisé en continu prend moins de temps et moins d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Ça signifie que les interruptions sont mauvaises pour la productivité. Et quand on est au potentiel, le temps de mise en route, on a un petit peu des diesels, tu vois, ben ça prend de l'énergie, on n'a pas envie. En plus, si on a un trouble de déficit d'attention ou un TDAH, ben effectivement, c'est très compliqué de mettre les choses en ordre avant de commencer. Donc, on ne commence pas. Donc, il faut minimiser ce temps de mise en route et faire les tâches, ce qu'on appelle en batch, tâches en lot en français. Ça veut dire qu'en fait, si tu répètes des tâches d'affilée, ça va beaucoup plus vite et ça prend moins d'énergie que si tu le fais en petits morceaux. Je te donne un exemple. Imaginons, je traite les mails. Je regarde mes mails. Bah tiens, je vais me connecter le matin. Allez, un quart d'heure, je regarde mes mails. Ok, hop, j'arrête. À midi, tiens, je rejette un petit coup d'œil. Je réponds quelques mails. Ok. En milieu d'après-midi, je rejette un coup d'œil. Hop, je regarde. Et le soir, je rejette un coup d'œil. Donc, en tout dans la journée, j'ai fait 4 fois, je me suis connecté aux mails à 4 horaires différents avec beaucoup de temps de libre entre. Donc, j'ai pas fait un travail en lot. J'ai fait un travail, ce qu'on appelle fractionné. Donc à ce moment-là, à chaque fois, je prends l'énergie pour ouvrir le truc, me concentrer sur le fait que j'allais faire des mails. C'est que des microsecondes, des secondes, mais ça se cumule. Et ça fait de l'énergie en fait. Et en fait, tout ça, ça génère du temps, on perd du temps, et on n'a pas envie. Alors que si tu te mets une fois dans la journée, une demi-heure, et que tu traites tous tes mails d'un coup, tu vas voir que ton focus, il est sur une même tâche, tu es dans la même énergie, tu es dans la même zone du cerveau qui travaille, et donc au niveau neurologique, ça va plus vite. Et tu enchaînes les gestes beaucoup plus vite. Donc, prends pour habitude de regrouper les tâches pour les faire en lot. Si tu dois traiter tes mails, fais-les en lot
d'un coup. Si tu dois faire la vaisselle, fais-la d'un coup, comme ça. Ne sépare pas les choses. Si tu as un projet, toutes les tâches répétitives, il faut les faire en séquence homogène. Le traitement en lot, traitement en batch en anglais, tout simplement. Je vais te parler maintenant du compte à rebours, parce que la vidéo commence à être longue. Le compte à rebours de la fusée. C'est une méthode que j'apprends dans la formation justement qu'il y a à l'université sur la procrastination, enfin plutôt la productivité. Le compte à rebours, c'est quoi ? Le principe du compte à rebours te sera utile pour savoir par quoi tu dois commencer. La première action immédiate que tu peux mettre en place demain matin pour avancer vers tes objectifs, tes projets, ce que tu veux faire. Parce qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Souvent on se dit « dans 1 an, je pourrais gravir l'Himalaya si je m'entraîne, etc. » Mais par contre, on sous-estime ce que tu peux faire dans 5 ans. Dans 5 ans, on peut faire des choses énormes en 5 ans. Donc, toute l'importance de planifier pour voir si tous tes objectifs tiennent la route. Avec cette méthode, tu vas pouvoir répondre à la question quand mettre en place mes objectifs. Donc, imaginons que tu détermines une date, tu dis voilà, dans 1 an, je veux pouvoir, je sais pas moi, je veux pouvoir, prenons l'exemple de gravir l'Himalaya, je veux pouvoir monter en haut du Mont Blanc en France avec une randonnée à pied avec un guide. Voilà, dans 1 an. Ok, c'est mon rêve, je veux le faire. Comment tu fais ? Là, si tu es au potentiel, dire oh là, il faut que je le fasse, comment je vais faire ? Je sais pas. Et puis procrastination, jusqu'au moment dans tes vacances d'été, tu vas arriver 15 jours avant de partir en vacances, tu vas dire bon sang, mais j'ai rien fait, comment je peux faire ? Voilà, urgence. Alors que si tu te dis tiens, dans 1 an, je veux monter en haut du Mont Blanc avec un guide de haute montagne. Ok, dans 1 an, il faut que j'ai une bonne forme physique, donc que je sois capable de tenir au moins 4 heures de marche par jour, il faut que j'ai le guide qui soit réservé. Ok, ça c'est des objectifs dans 1 an. Si je les ramène en objectifs en 6 mois, dans 6 mois, dans quel état je dois être ? Qu'est-ce que je dois avoir mis en place ? Dans 6 mois, il faut au moins, je divise par 2, il faut au moins que je puisse tenir au moins 2 heures de marche intense par jour, etc., etc. Ok, ce 6 mois, si je le découpe en 3 mois, en 3 mois, il faut au moins que je tienne 1 heure intensive de marche tous les jours. Ok, dans 3 mois. Si je le redécoupe en 1 mois, effectivement, tous les mois, il faut que je sois capable de tenir au moins 1 demi-heure de marche intensive. Ok, si on le réduit à 1 semaine, en 1 semaine, il faut que je sois capable au moins de tenir 1 quart d'heure en train de sortir. Ok, et si je le réduis à 1 jour, c'est quoi ? Tous les jours, il faut que je sois au moins capable de sortir pour aller marcher. Ok. Quelle est ta première action à mettre en place dès demain matin pour gravir le Mont Blanc d'ici 1 an ? Il faut que tous les jours, tu sortes 1 quart d'heure pour aller marcher. Tout simplement. C'est réalisable ? Oui, franchement, réalisable. Bien sûr que je peux faire 1 quart d'heure, mais c'est pas suffisant. C'est pas ça qui est important. C'est que tu vas prendre une habitude de sortir 1 quart d'heure tous les jours. Et en sortant 1 quart d'heure tous les jours, tu mets en place une routine. Cette routine d'1 quart d'heure, au bout d'un moment, tu vas l'augmenter en 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 1 heure, et tu vas regarder ton planning 1 semaine, 1 mois. Ça fait 1 heure que je marche, tiens, tous les jours je sors 2 heures, tiens, tous les jours je sors 3 heures, etc. Et tu te retrouves, d'ici 1 an, à être pétant de forme pour faire 4 heures de marche intensive pour aller gravir le Mont Blanc. Alors là, je t'ai mis l'exemple juste de la marche, mais après tu peux dire, il faut que j'ai un guide de haute montagne dans 1 an, donc comment je fais pour ramener cet objectif là aujourd'hui ? Quelle est la première tâche réalisable demain matin ? Je dois dresser la liste des guides de montagne. Même pas les appeler. Demain matin, je fais juste la liste. Ok, je me consacre 5 minutes tous les jours pour le guide de haute montagne. Ok, demain, la liste. J'ai fait ma liste, hop, c'est bon, stop, 5 minutes. Demain, qu'est-ce que je fais ? Demain, je trie les commentaires, les meilleurs commentaires qu'ils ont eus. Hop, je trie. Et chaque jour, comme ça, tu avances d'un petit pas vers ton objectif. Et tu sors de la procrastination. Parce que le haut potentiel, c'est gravir le Mont Blanc, tout ce qu'il va falloir mettre en place, tout ça. Mais par quoi je commence ? Comment je fais ? Tu réduis avec le planning inversé, le compte à rebours de la fusée, le 5, 4, 3, 2, 1. Et tu mets en place des objectifs.
Si à ça, tu rajoutes aussi la loi de Carlson, la loi de Parkinson et toutes les autres lois que j'enseigne dans les formations, eh bien, tu as un cocktail anti-productivité. Donc maintenant, pour passer à l'action, qu'est-ce que tu peux faire? Quel est l'exercice que tu peux mettre en place? Prends un projet, quelque chose que tu es en train de faire en ce moment ou qui te tient à cœur, et mets en place la première petite action que tu peux faire dès demain matin. Toute petite, pas un grand truc, toute petite, et tu peux valider. Tu coches, une case dans le calendrier. Aujourd'hui, c'est fait, j'ai avancé de mon premier pas. Parce que qu'est-ce qu'ils font les grands alpinistes, justement ceux qui gravissent en haut de l'Himalaya? Ils font pas ça en footing, ils font un pas, un autre pas, un autre pas. Et gravir le haut de l'Himalaya, ce n'est qu'une suite d'enchaînements de petits pas. Donc, crée tes petits pas pour sortir de la procrastination. Et comme je te le disais au début, désensibilise-toi par rapport à la perfection. D'accord? Désensibilise-toi. Tu sais que la majorité des sujets vidéo sont traités en fonction de tes commentaires, donc commente pour donner ton avis et proposer de nouveaux sujets, et surtout explique-moi où tu en es de ta procrastination, quels sont tes blocages précis pour que cette semaine, je fasse d'autres vidéos beaucoup plus spécifiques. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et comme je le dis tout le temps, si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je te dis à très vite, comme le disait Yoda. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous.